Dans les années 50, Mercedes cherche à renforcer son image après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est en train de reconstruire son industrie et ils souhaitent prouver qu'ils peuvent à nouveau se mesurer avec les géants de l'automobile. Mercedes décide du coup de créer une voiture qui allie parfaitement luxe, performance et innovation technologique, et cette voiture elle est tirée de la compétition, c'est la Mercedes 300 SL. The 300 SL is the iconic car for Mercedes-Benz, even to the point of saying the iconic car of their entire history. Rudolf Uhlenhaut, qu'on va appeler Rudolf, parce que ça sera quand même vachement plus pratique. Il est né en Allemagne et diplômé d'ingénierie mécanique à l'université technique de Munich. Il rejoindra Mercedes en 1931, il avait 25 ans. Quand il arrive chez Mercedes, il trouve un poste d'ingénieur en chef et de responsable du développement des voitures de course. En vrai, c'est quand même pas dégueulasse comme poste. C'est d'ailleurs lui qui a joué un très grand rôle dans la conception de la W25, de la W125 et de la W154. Donc le bonhomme a quand même un CV qui est plutôt sympa déjà jusqu'ici. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est l'un des rares ingénieurs à essayer lui-même les voitures sur lesquelles il est en conception. Parfois même avant les pilotes d'usine qui sont vraiment ici pour essayer les voitures. Enfin, c'est leur métier, les gars, quoi. Bref, on en revient à Mercedes qui, après la Seconde Guerre mondiale, veulent vraiment frapper un grand coup, et notamment dans le monde du sport automobile, et on va rester dans le monde du sport automobile, ça suffisait déjà les grands coups. Rudolf, il imagine une voiture avec un châssis tubulaire. Un châssis tubulaire, c'est un châssis en une seule pièce, qui est du coup plus léger, mais aussi plus rigide. En gros, ça favorise grandement les performances qu'il y a sur une piste. On pourra en faire une vidéo un jour si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le problème, c'est que c'est une innovation qui impose une contrainte. On peut pas installer de porte classique sur la voiture. Et là, vous me voyez venir, c'est précisément ce qui a fait que cette voiture-là est devenue mythique, en tout cas l'une des choses qui ont fait que cette voiture est devenue mythique. Il a fallu trouver une solution, et cette solution-là, c'est les portes papillons. Alors le projet de la voiture fait son petit bonhomme de chemin entre les plans, la conception, l'usinage et tout ça, et en 52, elle remporte du coup ses premières courses, notamment aux 24 heures du Mans, ce qui est quand même pas dégueulasse, mais aussi à la Carrera Panamérica du Mexique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même un palmarès qui est plutôt cool pour une voiture qui est plutôt récente, qui vient de sortir, et surtout, du coup, ça vient redorer le blason de Mercedes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un autre acteur super important pour la 300 SL qu'on connaît nous en voiture de série intervient, c'est Maximilian Hoffmann, qui est un puissant importateur de voitures vers les États-Unis d'Amérique, qui suggère à Mercedes d'en faire une voiture de série et de l'exporter aux États-Unis. En fait, selon lui, le marché américain est totalement prêt à recevoir la voiture et va l'accueillir à bras ouverts, et ça va vraiment être un franc succès sur ce marché-là. Mercedes accepte et évidemment met Rudolf sur le projet. Du coup, les années passent, puisqu'il faut quand même le temps de pouvoir concevoir un modèle qui s'adapte en une voiture de route, même si à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de contraintes qu'aujourd'hui pour adapter une voiture de course en série. Et en 1954, donc 2 ans plus tard, on a une version de route de la 300 SL qui est présentée au Salon de l'Automobile à New York. Alors là, évidemment, une fois présenté, on se rend compte qu'Hoffmann, il avait raison, la voiture est folle et le public l'accueille vraiment comme il se doit. Ça parle de design révolutionnaire et principalement pour les portes papillons, mais pas que, la voiture a vraiment une esthétique qui sort du commun à cette époque-là. Ça vient aussi souligner ses performances et c'est logique puisque c'est une voiture qui est tirée directement d'un modèle de course. Même si à l'époque, on parle d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe 215 chevaux, aujourd'hui, bon, on se dit que c'est pas forcément dingue parce que des voitures de 215 chevaux, il y en a pas mal, et des moteurs de 6 cylindres en ligne qui développent des rendements plus importants, il y en a aussi. Mais à l'époque, c'est quand même vraiment déjà intéressant. Et puis il y a un dernier point qui fait que cette voiture rencontre un succès et trouve du coup son public, c'est que évidemment dans une voiture de série, on n'est pas obligé d'être aussi rudimentaire que dans une voiture de course, notamment en ce qui concerne les intérieurs. Et l'intérieur de la 300 SL, il est très réussi, il donne un aspect très luxueux, les matériaux sont nobles, c'est vraiment un bon intérieur. Donc l'aspect extérieur est réussi, les performances de la voiture sont bonnes et l'intérieur de la voiture est réussi. Concrètement, la voiture, c'est juste un succès de A à Z. De par sa singularité, elle est vite devenue un symbole de richesse et de bon goût. Faut savoir qu'à l'époque, du coup, elle était vendue à 7 000 $, ce qui représente 70 000 €, il me semble, actuellement. Alors oui, on pourrait se dire que 70 000 €, c'est pas non plus un truc de fou pour les voitures, d'autant plus quand on voit le prix de n'importe quelle voiture aujourd'hui qui sort, n'importe quelle Renault ou quoi. Là, on se dirait 70 000 € une 300 SL, si je peux, je le fais, évidemment, moi aussi. On peut s'appeler et se cotiser si vous voulez. Mais globalement, à l'époque, ça reste quand même une somme qui est astronomique. Et forcément, ça réduit un petit peu les clients potentiels qui pourraient se l'offrir, tout simplement. En plus de ça, entre 54 et 57, il faut savoir qu'il n'y a que 1400 exemplaires de la voiture qui sont sortis. Donc du coup, c'est vraiment une production très limitée. Donc forcément, prix élevé, production limitée,
Ça attise les collectionneurs mais aussi les célébrités. Faut savoir que Pablo Picasso en a eu une, voilà. C'est une information que je vous donne, c'est la petite anecdote de la vidéo finalement. Et en 1957 du coup le coupé va changer de forme puisque ça va devenir tout simplement un roadster. Ça sera évidemment plus pratique et plus confortable, donc ça répondra mieux à ce que les clients peuvent attendre du coup à ce moment-là et à cette époque-là d'une voiture. Principalement pour une clientèle qui cherche à allier performance et plaisir de la conduite de manière générale mais aussi en plein air. Et donc dans cette version-là, il y aura eu 1858 exemplaires de produits jusqu'en 1963. Voilà, pour conclure, la 300 SL c'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art roulante. C'est un mélange parfait entre performance, innovation et design. Elle est et restera une légende de l'automobile puisqu'elle incarne parfaitement l'esprit d'innovation et l'audace dont faisaient preuve les constructeurs à l'époque pour toujours plus repousser les limites du possible.